Fidèles de Even News TV, bonsoir. Dans le cadre de notre émission Les grandes questions d'actualité, ce soir, sur mon plateau, je reçois un homme politique ivoirien qui va lui aussi y aller de son petit avis sur la situation en Côte d'Ivoire. Mais avant, on parlera aussi de son parti. Je voudrais ici saluer la présence sur ce plateau de Blaise Pascal Lobo, ancien du lycée Miss de Yamoussoukro. Il fait partie de la première promotion de l'université de Bouaké au département de philosophie. Titulaire d'un master de sciences politiques à Paris 8, doctorant de philosophie politique également. Il est le président fondateur du courant de pensée et d'action du Côte d'Ivoire, le COPACI, qui s'est mué en 2008 en parti politique, qui est devenu aujourd'hui le NPR. Président Pascal Lobo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment se porte votre parti sur l'échiquier ivoirien? Merci beaucoup. Je voudrais saluer le plateau Even News TV. Vous faites déjà un très grand travail sur le terrain. Merci, Président. Je suis vraiment content d'être sur votre plateau et je voudrais vous en remercier. Vous savez, la Côte d'Ivoire, notre pays, a besoin de sa jeunesse, a besoin que toute sa jeunesse se mette à son service. Et je crois que nous faisons partie de ceux-là qui pensent que notre génération doit prendre ses responsabilités. Le NPR, nouveau parti pour le rassemblement, dont je suis le fondateur, se porte très bien. On ne peut pas se comparer aux grands partis ivoiriens qui ont déjà gouverné plusieurs fois la Côte d'Ivoire. Nous sommes un parti en construction. Et quel est votre poids sur l'échiquier politique? Sur l'échiquier politique, pour l'instant, on ne s'est pas mis dans une balance. Nous sommes en train de construire le parti. Nous sommes au stade de son implantation. Nous avons fait son premier congrès en avril 2014. Nous avons fait l'installation de sa première jeunesse. Et après ce congrès, quelles sont les résolutions du congrès? Les résolutions du congrès, vous savez, un parti politique, c'est d'exécuter le pouvoir exécutif. Donc nous sommes d'abord dans un premier temps en train de construire le parti, implanter ses structures spéciales. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'année dernière, en 2016, nous étions à Dabo pour installer le Bureau national de sa jeunesse. Là, en 2017, en septembre, nous installons la structure nationale des femmes. Président, comment est-ce qu'on va vous classer le NPR? Est-ce que c'est un parti de gauche, un parti de droite, un parti centriste, un parti libéral? Nous sommes d'abord un parti de rassemblement. Nous sommes un parti de rassemblement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obédience socialiste, mais notre combat aujourd'hui, c'est de rassembler les Ivoiriens autour d'un idéal républicain. Vous savez, la Côte d'Ivoire est dans un état qui nécessite qu'on fonde dans une force politique pour sauver le pays, parce que le pays est en danger. Donc nous ne nous concentrons pas forcément sur une ligne idéologique. Vous voyez comment Macron est venu au pouvoir pour sauver la France. Il ne s'est pas appuyé sur une ligne idéologique. Oui, mais est-ce que nous sommes dans la même configuration, M. le Président? Oui, justement. Il faut que nous arrivions à cette configuration, c'est-à-dire mettre la République au cœur de notre combat pour qu'on y arrive. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un rassemblement de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire pour qu'on arrive effectivement à créer une dynamique. Parce que c'est un combat des générations aujourd'hui. Donc, notre travail que nous sommes en train de faire, vous avez vu récemment, j'ai lancé un appel à tous les partis politiques. Et j'ai appelé à un sursaut national pour sauver le pays. Les partis d'opposition? Pas forcément les partis d'opposition, mais je parle d'un sursaut national. D'un sursaut national. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez être rejoint par les partis du RGP? Bon, j'ai lancé un appel qui concerne les Ivoiriens qui veulent que le peuple soit réconcilié après cette crise. Donc vous laissez le soin parti d'analyser votre appel. Voilà. Notre problème, ce n'est pas que
ce soit le RDR, ce soit le PDCI, ce soit le FPI qui viennent, qui répondent à notre appel. Mais notre souci est que tous les Ivoiriens dans leur ensemble comprennent qu'il y a aujourd'hui nécessité de réconciliation pour que le pays puisse se répartir. Mais cette réconciliation doit être logiquement menée, la locomotive de la réconciliation doit être conduite et tirée par le parti au pouvoir. Oui, mais nous n'allons pas croiser les bras parce que le parti au pouvoir ne veut pas de réconciliation. C'est ce que je peux dire ici. Le RDR ne veut pas de réconciliation. Parce que... donc pensez pour vous que le RDR ne veut pas de réconciliation? Mais quels sont les éléments? Ce n'est pas moi seul qui le dis parce que, vous savez, quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, en 2000, quand il est arrivé au pouvoir, la première des choses qu'il a faites, c'était d'organiser un forum de réconciliation nationale. C'est-à-dire écouter tous les Ivoiriens pour diagnostiquer d'abord le mal et chercher à le soigner. Et, le RDR est à son deuxième mandat et n'a jamais rien fait dans le sens de la réconciliation. Et aujourd'hui, vous voyez tous ces prisonniers politiques qui meurent, certains qui sont en exil, tout ça, ça ne concourt pas à la réconciliation des Ivoiriens. Donc je pense que le RDR ne veut pas de réconciliation. Monsieur le Président, le NPR, votre parti, parce qu'il faut bien qu'on parle de votre parti, parce qu'il n'est pas très connu sur la place, vous revendiquez combien de militants aujourd'hui? Bon, vous savez, dans une république, aucun parti politique n'est la propriété des citoyens. Donc on ne peut pas revendiquer à l'État. Dans l'État, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, aucun parti ne peut revendiquer un nombre de militants. Mais au moins vous avez des bases de données. On a beaucoup de bases. Vous avez vu le congrès populaire que nous avons organisé à Pullman et le travail avec le VP Nobel Belès sur place, le travail s'est fait. Vous avez vu la marée de jeunes à l'hôtel Akbaro dernièrement en août 2016 à Dabou. Donc, ce sont des jeunes bases populaires. Monsieur le Président, est-ce que vous n'êtes pas un peu dans l'angélisme? Dans l'angélisme, est-ce que vous pensez? Non. Les Ivoiriens aujourd'hui veulent le vrai changement. Et le vrai changement aujourd'hui passe par une autre manière de faire la politique. Et nous incarnons cette nouvelle manière de faire la politique autrement. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse de Côte d'Ivoire et la jeunesse qui a envie d'émerger doit comprendre qu'il faut sortir des partis traditionnels. Voilà, des partis traditionnels, il faut rénover la manière de voir les choses de demain. Et c'est ce que nous incarnons. Nous ne sommes pas dans la précipitation. J'ai dit que nous sommes un parti en construction. Monsieur le Président de l'NPR, vous êtes président du parti, vous vivez en France, vous n'êtes pas très connu. Je peux même dire, vous êtes un peu effacé. Il faut qu'ils vous connaissent. Parce que vous aspirez à gouverner la Côte d'Ivoire, je suppose, parce que le parti politique a vocation à prendre le pouvoir d'État. Mais les Ivoiriens vous connaissent très peu. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens, ils connaissent quel homme politique en Côte d'Ivoire? Il n'y a plus de politique qui se fait en Côte d'Ivoire. On est dans la guerre. Il n'y a que les armes qui parlent dans notre pays. Le pouvoir dit que la situation est... Mais nous voulons que le champ politique, le champ démocratique s'ouvre. Comment voulez-vous que je crée un parti politique et que j'aille affronter des gens qui ont des armes? C'est ça le problème. Il faut ouvrir le champ démocratique pour que les partis politiques puissent s'exprimer. Voilà. Je ne mène pas un combat pour être le seul connu. Moi, je mène un combat pour que la Côte d'Ivoire de demain soit celle que notre génération veut. Voilà, c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener et nous ne sommes pas dans la précipitation. Les gens disent, ouais, le parti de Logo est un petit parti, mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut parler d'un grand parti? Ouais. Et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, s'il y a un grand parti qui nous aide à libérer les prisonniers politiques. Il y a des grands partis, le RDA est un grand parti, le PDC est un grand parti, le FP est un grand parti. Vous savez, en démocratie, on est grand par le nombre. On est grand parce que la démocratie est la politique de la majorité. Tout à fait. Bon, vous ne pouvez pas... C'est pour ça que je demandais combien de militants est-ce que vous revendiquez? Je ne peux pas revendiquer aujourd'hui des militants, mais j'ai dit que nous avons installé plus de 40 sections à Dabou. D'accord. Et à Grand Atri, chez moi, on parle NPR. Donc ici, je ne peux pas revendiquer des militants parce qu'aujourd'hui, aucun Ivoirien n'est identifié. Parce qu'il faut qu'on précise que vous êtes
au GIE de Soubré, précisément des Grands Atris. Oui. C'était important à préciser. Ben, bien sûr. Parce que comme je souhaite qu'on vous connaisse beaucoup mieux, donc je précisais cela. Monsieur le Président, on va parler tout à l'heure de la situation en Côte d'Ivoire parce qu'elle est un peu volatile et la situation est un peu sous des braises, donc sous pression, pour ne pas dire plus. Mais avant, je veux puisque nous sommes ici en France, on jette un œil, sur mon regard, vers La Haye. Il y a quelques jours, l'expert qui a témoigné à la CPI, qui était expert en ADN, le professeur Raté, a donné des conclusions qui sont un peu troublantes. Je vais même dire qu'elles sont insubtiles parce qu'il dit qu'à l'analyse de ce qui se trouvait sur les vêtements des victimes, des présumées victimes, ce n'était pas du sang. Est-ce que ce type de conclusions ne sont pas de nature à battre en brèche l'accusation? Oh non, de toute façon, il fallait s'y attendre. Parce que nous sommes dans un dossier où l'accusation n'a aucune preuve. Laurent Gbagbo n'aurait pas dû aller en procès, et tout le monde le sait. Parce qu'il y avait insuffisance de preuves. Donc, vous vous souvenez qu'à un certain moment, l'accusation était obligée d'importer des preuves du Kenya. Donc, l'expert qui vient de mettre fin en fait au procès, parce que Gbagbo est poursuivi pour crime contre l'humanité et l'essentiel du crime, c'était d'avoir tué des femmes sur le marché d'Abobo. Et aujourd'hui, avec la sortie de l'expert, on vient de comprendre qu'il n'en était rien. Donc les femmes ne sont pas... Les femmes sont vivantes. À partir de ce moment-là, il faut carrément arrêter ce procès qui n'a plus son lieu d'être. Je pense que le monde entier a découvert le gros mensonge qui s'était mis en place pour qu'on bombarde la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous sommes... Moi, je suis un des éléments qui suivent la CPI de près. Je sais parce que, Monsieur le Président, je me souviens que depuis bien longtemps, avant même la crise post-électorale, votre parti, quand vous étiez encore sous le nom de Copassi, vous étiez le tout premier à aller à La Haye déjà. Oui, mais... C'est-à-dire que vous étiez un visionnaire. Des gens arrière. Les gens arrière, mais aujourd'hui, La Haye est devenue une route de pèlerinage. Et toute une personne qui fait ce voyage se tape la poitrine. Mais bon, c'est pas une fierté, mais je pense qu'on a vu plus loin que tous les Ivoiriens. Parce que pour nous, lorsque déjà on signe la reconnaissance d'une institution comme la CPI, il fallait obligatoirement anticiper des choses. Vous savez, dans la lutte que nous menons, ce qui nous tue un peu, c'est qu'on manque d'anticipation dans le traitement des dossiers. Le discours de la méthode. Voilà, donc le discours de la méthode avec René Descartes. Donc je pense que c'est ça qui a manqué aux Ivoiriens. Sinon, on pouvait voir les choses en amont. Mais aujourd'hui, bon, nous sommes dans le dossier. Vous savez, chaque homme politique a son histoire. Peut-être que c'était dit dans l'histoire de Gbagbo qu'il devait forcément passer à la CPI. Mais je pense qu'après le passage de Gbagbo, la CPI va forcément baisser le rideau parce qu'elle devra montrer ses limites. Et pour revenir à l'expert, je pense que c'était des choses qui étaient prévues et c'était des choses que nous savions déjà que effectivement, vous avez vu les corps des différentes femmes qui sont des corps intacts. Mais on nous dit qu'il y a eu un obus qui est tombé sur un marché, mais quand vous voyez déjà les corps, vous saviez qu'il y avait une machination quelque part. Oui, et aujourd'hui, nous sommes, le monde entier, éclairé par... Mais comment se fait-il, M. le Président, comment se fait-il que beaucoup de témoins de l'accusation qui sont à la base, des témoins à charge, passent le temps à se fourvoyer à la CPI? Beaucoup viennent et disent un peu le contraire de ce qu'ils ont dit dire. Non, mais ils ne disent pas le contraire. Ils ne disent pas le contraire parce que, vous savez, il y a une seule vérité. Il y a une seule vérité. Donc, il peut exister des vérités autour d'une vérité, mais vers la fin, c'est la vérité qui triomphe parce que c'est la vérité qui est recherchée. Et donc, je pense que dans ce dossier-là, bon, on ne peut pas longtemps mentir, longtemps dire des choses dont on n'a pas de preuves.
Parce que vous savez, la justice est un combat de preuves. Donc quand on arrive devant des avocats comme Maître Atilt, et avec les sacs vides de preuves, c'est normal qu'on se fouvoie. Et c'est dans une situation comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Parce que les gens partent à la preuve, partent à la CPI avec du mensonge. Et le mensonge montre toujours ses limites. Et c'est dans un fait comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui et la vérité est sortie. Je pense ce que nous disons aujourd'hui, je suis de ceux qui sont en train de mobiliser les camarades pour qu'on descende dans la rue pour demander que la CPI arrête sa mascarade. Monsieur le Président, on va parler un peu de la Côte d'Ivoire, notre pays. La Côte d'Ivoire, on ne se porte pas très bien du point de vue social. Parce que depuis janvier 2017, le pays est en proie à des grèves des travailleurs, de tous les corps sociaux. À cela s'ajoute des mutineries au sein des forces armées. Quelle est la lecture du NPR de cette situation-là? Elle est très simple. Je pense que ceux qui ont un regard politique devraient voir la même chose. Ici, je voudrais tout simplement dire que Ouattara a été présenté comme celui qui pouvait sauver la Côte d'Ivoire dans lequel la Ligue créé le chaos. Oui, mais il a une croissance qui est pas mal. Oui, mais non, la croissance imaginaire, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que les populations doivent profiter de cette croissance. Et c'est pas ce qu'on voit sur le terrain en fait. Donc, en tant que président, je pense que c'est aujourd'hui l'échec total. Donc, pour moi, reconnaître que l'économie ivoirienne aujourd'hui est dynamique. Oui, l'économie est dynamique, mais ça dépend de la gouvernance qu'on en fait. Voilà, donc aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens, ce que Ouattara avait promis aux Ivoiriens, les pluies de milliards, les hôpitaux qu'il va construire, les universités, et c'est tout ça. Il y a eu de vraies solutions? Non, il n'y a pas eu de solutions. Mais il n'est pas encore à la fin de son mandat. Mais non. Est-ce qu'on peut espérer que jusqu'à la fin de son mandat, Ouattara avait demandé qu'on lui donne 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Oui. Et Ouattara avait dit, lorsque un chef de l'État ne maîtrise pas son armée, lorsque un chef d'État n'arrive pas effectivement à résoudre les problèmes d'une république qui démissionne. Aujourd'hui, je pense tout simplement que Ouattara a démissionné et Ouattara a... Mais ça, c'est des propos de campagne. C'est des propos de campagne, mais un homme politique honnête met en exécution ses propos de campagne. C'est ça l'honnêteté politique. Et aujourd'hui, je voudrais tout simplement demander à Ouattara de quitter le pouvoir. Parce qu'un homme qui ne maîtrise même pas son armée, on est à la 3e mutinerie, alors qu'il est le chef suprême des armées, ça veut dire qu'il n'a plus le contrôle de sa propre armée. Et aujourd'hui, vous voyez vous-même, on poursuit des éléments qui ne devaient même pas avoir des fusils chez eux. On découvre des tonnes d'armes. On en parlait tout à l'heure, monsieur. Ok, bon. Tout à l'heure, on en parlait là. Mais par rapport à ces mutineries, on n'a pas entendu un commentaire, une déclaration du NPR depuis qu'il y a ces mutineries, ne serait-ce que pour les condamner. Est-ce à dire que le NPR soutient ces mutineries parce que ces mutineries mettent en mal le pouvoir d'Abidjan? Mais non, nous avons fait une déclaration. Vous savez, quand les armes tombent, on ne peut plus lire les déclarations. Ah d'accord, ok. Voilà, donc ce n'était pas le moment de lire des déclarations. Donc vous voulez dire que vos déclarations ont été submergées par des armes? Voilà, tellement que ça tirait partout, on ne pouvait pas savoir que des déclarations se faisaient. Mais donc, plusieurs présidentiels des écrits, on a lu les écrits. Vous savez, je vais vous dire une chose. La République, ce ne sont pas les fusils. La République, ce sont des institutions. La République définie par Platon est un ensemble d'institutions qui fonctionnent comme il se doit. Là, je reconnais le professeur de philosophie maintenant. Voilà. Donc, lorsque Ouattara est dans une république dans laquelle on ne parle, on ne revendique qu'avec les armes, les partis politiques en réalité n'ont plus leur place. La République a cessé de fonctionner. Et là, ce que je voudrais, moi, dire maintenant, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a cessé d'être une vraie république. On ne peut plus continuer dans une déclaration dans les fusils, ça sert à quoi? Parce que les gens ont leurs revendications, ils veulent leur argent. Voilà, donc c'est la première fois qu'on voit dans un pays, dans une république, des militaires qui revendiquent et ils ont tout de suite la solution à leurs problèmes, alors que les fonctionnaires sont dans la rue depuis plus de 2 ans. Ah, justement, parlons-en des fonctionnaires. Lorsque les fonctionnaires également
font grève, les étudiants font grève pour revendiquer des meilleures conditions salariales, les étudiants des meilleures conditions d'études, ils sont ou pas écoutés du tout, ou alors ils sont réprimés, ou alors ils sont suspendus pour certains. Vous savez, pourquoi est-ce que le gouvernement a une gestion à géométrie variable de toutes ces situations? C'est tout ça qui démontre l'échec du gouvernement Ouattara. Ouattara n'a pas de solution pour la Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas non plus, monsieur le Président de l'NPR, on n'a pas non plus peint en noir tous les mandats du président Ouattara. Mais un mandat, t'as dit, moi je suis un homme politique. Et je me dis que le bilan de Ouattara, un président qui est issu du bombardement français, la première action de Ouattara qui devait retenir l'attention de tout le monde, c'était d'abord de réconcilier les Ivoiriens. C'était de réconcilier, de reconstruire une armée nationale. Mais le président Ouattara dit que depuis longtemps, il tend la main à l'opposition qui refuse de... Oui, mais comment on tend la main? Nous avons voulu tout simplement que Ouattara ouvre. Mais Ouattara s'est plutôt enfermé dans un rattrapage ethnique. C'est ce que tout le monde voit. Ce qu'il avait critiqué hier lui-même, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Donc ça n'étonne personne que Ouattara ait échoué parce que Ouattara n'avait pas de projet en fait pour la Côte d'Ivoire. C'est ça parce que je n'ai jamais vu le projet de société de Ouattara. Au mois de la campagne 2010, il avait un projet de société. Il avait un projet de société et le projet de société, lorsqu'on arrive au pouvoir, c'est pour l'exécuter. Quand le projet de société n'a pas été exécuté, c'est ça qu'on appelle en politique le mensonge politique. Parce que tu dis, tu fais des propositions, des promesses au peuple et tu fais autre chose à la place. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons est que Ouattara ouvre son gouvernement ou bien il quitte carrément le pouvoir parce qu'il ne peut pas l'exercer. Aujourd'hui, il y a l'insécurité, il y a certaines diplomaties qui rappellent leurs ressortissants. Donc, vu cette insécurité-là, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait arriver à la réconciliation. Monsieur Lebeau, mais il faut dire que le gouvernement, le pouvoir d'Abidjan est arrivé à la suite quand même de pratiquement 10 années de crise, de rébellion et tout ça. C'est certainement que les agrégats, l'économie étaient exempts. Oui, mais ce pouvoir n'était pas lui-même loin de la rébellion. Ce pouvoir a fait corps avec la rébellion, le RHDP. Pourquoi vous dites ça? Je le dis parce que tous les chefs de guerre, ils sont à quel poste aujourd'hui? Ils sont autour de Ouattara. Donc c'est un gouvernement qui est issu de la rébellion. Donc eux-mêmes devaient prendre conscience qu'ils sont arrivés au pouvoir par les armes. Parce que les urnes en 2010, au travers du Conseil constitutionnel, dit que c'est Gbagbo qui a gagné dans les urnes, qui a gagné les élections dans les urnes. Et nous, pour l'ancienne constitution de la Deuxième République, à son article 98, il dit que la voix du Conseil constitutionnel est irréversible. Donc, normalement, après avoir proclamé Laurent Gbagbo, on ne pouvait pas revenir à la proclamation d'un autre président. Donc, nous sommes dans cette lecture-là. Et aujourd'hui, comme ils disent par A plus B que Ouattara est venu au pouvoir par les urnes. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il est venu. Oui, mais la communauté internationale a reconnu que le président Ouattara... Mais ce n'est pas la communauté internationale qui est le juge des élections dans notre pays. Mais ils disent que le pouvoir d'Abidjan, l'époque du pouvoir de Laurent Gbagbo, a demandé à l'ONU de venir superviser. Gbagbo a demandé le recomptage des voix. Dans tout conflit électoral, c'est toujours la voie la mieux indiquée, la voie juridique, c'est le recomptage des voix. Donc ce n'est pas la communauté internationale qui décide dans une république, parce que la république fonctionne avec des institutions. Est-ce que le pouvoir d'Abidjan, à l'époque, le pouvoir de Laurent Gbagbo n'est pas tombé dans un traquenard? Bon, on peut peut-être le dire, c'est pour ça qu'il est justement à la CPI, mais la CPI aussi est en train de démontrer que finalement c'est Gbagbo qui a gagné les élections. La CPI démontre ça? Ben oui, puisque avec la prise des armes, les mutins, les porte-paroles des mutins l'ont dit si bien que nous avons pris les armes pour porter Ouattara au pouvoir. Et voilà le deal qu'il est dit et qui fait qu'aujourd'hui, il y a tous ces remous que nous voyons à Bouaké, un peu partout. Donc nous disons que les armes ont parlé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive obligatoirement à réconcilier les Ivoiriens pour que ceux qui ont créé les partis politiques aient le champ libre de faire la politique. Monsieur le Président, on va revenir un peu sur cette mutinerie. En parlant de mutinerie, le protocole du
de Guillaume Soro, M. Kamagaté, celui qu'on appelle communément Soul, on a trouvé chez lui à son domicile à Boaké, son domicile privé de Boaké, des armes qui n'ont pas à être là-bas parce que les armes doivent être dans une armurerie, dans des camps militaires. La justice militaire semble ne pas être très pressée pour l'inculper parce qu'il a été entendu à 3 reprises, le lundi, le mardi, le mercredi dernier. Pourtant, dans le cas d'espèces, moi qui ne suis pas spécialiste du droit, il y a quand même un flagrant délit. Ben oui, normalement, en droit, c'est comme ça que ça devrait être dans une république. Il faut d'abord ouvrir une enquête. Voilà, pour effectivement arriver, c'est-à-dire qu'il faut suivre l'ordre des choses. Mais la question que je me pose aujourd'hui, qu'est-ce que Abidjan aurait fait si c'était dans la maison d'un pro-babo qu'on avait trouvé les armes? Est-ce qu'il ne serait pas déjà à la DST? Est-ce qu'on serait en train de suivre la procédure juridique? Parce qu'il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui pour avoir été seulement soupçonnés. Est-ce qu'on est en phase de 2 poids 2 mesures? 2 poids 2 mesures, et dans une république, ça ne fonctionne pas comme ça. Ben nous, on les regarde pour voir jusqu'où ils vont aller avec Soul to Soul, qui est pour nous visiblement responsable parce qu'ils ont trouvé des armes dans sa maison. Voilà, donc bon, on va voir. Donc, normalement devant le tribunal militaire, on ne devait pas prendre du temps pour faire des recherches. Monsieur le Président, surtout sur la question du protocole de Guillaume Soro, est-ce qu'il peut être inculpé, il peut être accusé sans que Soro Guillaume ne soit ce n'est pas anodin. Mais non. Je ne peux pas détenir des armes sans que c'est à Soul to Soul de citer. D'aucuns veulent créer des liens avec. C'est à Soul to Soul de citer ses complices. Ces derniers temps, je vois Sidiki Konaté qui sort, oui, Bédi a acheté les armes. Comment il s'appelle, Touré Moussa, oui, Soro Bédi a été acheter des armes. Et dernièrement, comment il s'appelle, le camarade Doumia Major, oui, Bédi a participé à l'achat des armes. Mais pourquoi aujourd'hui on sort du bois pour accuser Bédi? Est-ce que ce n'est pas faire bon, on les regarde, ce n'est pas une diversion, mais tout simplement, je voudrais que ces messieurs qui n'accusent que Bédi aient le courage de dire la participation de Ouattara, qui est le grand bénéficiaire de la rébellion. Donc je ne voudrais pas, nous sommes dans un jeu, et je voudrais ici dire que nous sommes vers la fin. Voilà, nous sommes vers la fin, la crise a l'air saine qui se passe. Il faut aussi faire attention parce qu'on est en politique. Donc je pense qu'on est vers la fin. En tant que parti politique, je n'ai pas envie ici, sur un plateau de télévision, faire des déclarations qui ne sont pas politiques. Donc nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans l'interrogatoire de Soul to Soul pour qu'on sache tous, parce que ce sont des tonnes d'armes qui sont dans la nature. Donc pour nous, il faut qu'on sache quand même où on va avec. Voilà. Et je ne manque pas de dire que c'est quand même le protocole de Soro. Donc la vérité, ce sera un jour. Donc on marche avec. Monsieur le Président Pascal Lobou, je vais vous poser une question. Bon, c'est vrai que ce n'est pas maintenant, mais je vais vous la poser les yeux dans les yeux. En 2020, vous êtes candidat? En 2020, vous savez, un parti politique est fait pour exercer le pouvoir d'État. En 2020, mon parti sera candidat à toutes les élections. Donc ça veut dire que le président Pascal Lobou sera candidat aux élections 2020. C'est l'objectif d'un parti politique. Non, vous serez candidat. C'est l'objectif d'un parti politique. Nous partons au deuxième congrès du parti en 2019. Donc le congrès avisera. Mais ici, je ne peux pas, comme un dictateur, dire que je suis déjà le candidat du parti. Donc c'est le congrès qui avisera. Parce que le premier congrès a été tenu en 2014. En 2014, le prochain, c'est chaque 5 ans. Le prochain, c'est en 2019. Monsieur le Président, j'ai bien compris la... Voilà. Comme c'est à un an de 2020, vous serez peut-être sur ce plateau encore pour vous dire que je suis candidat. Les spectateurs ont bien compris le fond de pensée. Monsieur le Président, cette émission tire à sa fin. Je dis, elle est déjà terminée d'ailleurs. Ça allait très vite. Vous dites qu'elle était passionnante. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est d'appeler les Ivoiriens à la réconciliation.
je ne suis pas un vent-en-guerre, je suis un président de parti politique. C'est d'appeler Ouattara à libérer les prisonniers politiques. C'est d'appeler la communauté internationale à peser dans la balance pour que tous les prisonniers politiques sur l'ensemble du territoire national soient libérés. C'est d'appeler la communauté nationale à peser dans la balance pour que tous nos frères qui sont en exil rentrent en Côte d'Ivoire. Pour que la politique s'exerce. On ne peut pas seulement regarder les rebelles discuter entre eux à travers des armes. Il faut que le champ démocratique soit ouvert pour que la politique nationale soit exercée. C'est pour ça ici, je lance un appel à un sursaut national pour que tous les Ivoiriens se lèvent comme un seul homme pour demander la réconciliation et la fin de la souffrance des Ivoiriens. Merci, Monsieur le Président, pour avoir détenu nos téléspectateurs sur les divers sujets concernant la Côte d'Ivoire, depuis la CPI, les remous, les mutineries, les grèves. Chers téléspectateurs, je pense maintenant que vous pouvez tenir votre poste téléviseur et vaquer à d'autres occupations. Au revoir et à une prochaine fois.